Un vrai streamer professionnel. Bon, alors, donc le livre qu'on va lire, c'est un livre qui s'appelle euh, Nouvelle transformation économique dans la vie paysanne. C'est un livre de Lénine qui date de 1893. Si je dis pas de bêtises, donc on va revérifier. C'est ça, 1893. Et son titre, donc, Nouvelles transformations économiques dans la vie paysanne. Et il a pour sous-titre à propos du livre de V. Postnikov, L'économie paysanne de la Russie méridionale. Donc il a été écrit au printemps de 1893 et il est paru pour la première fois en 1923. Donc ça, c'est les informations que j'ai pas là, mais que je peux essayer de trouver en réalité, que je les ai là. Là, et c'est sûr que je les ai. Et ouf, voilà, tac, je pense que c'est ça. Alors non, ça c'est à propos de la question dite des marchés. Et donc j'ai pas l'en-tête de cette version-là. C'est ça qui est bizarre. L'en-tête, l'en-tête. Ça, c'est la 4e édition. Voilà, c'est ça que j'ai lu et j'ai la version évidemment en livre. Donc, on va rentrer immédiatement dans le sujet parce que j'ai pas préparé de préface, j'ai pas de propos introductifs puisque ça fait partie des livres les plus, le livre le plus ancien qu'a écrit Lénine. J'imagine qu'au moment où il le rédige, il est soit à Moscou, soit dans la ville où il était avec sa famille quand il était jeune. Et dont je ne me souviens plus. Donc, on va aller checker ça. Ah, tac. Ok. Oui. Voilà, il est né à Simbirsk en 1870. Et ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir où est-ce qu'il a fait ses études. On pourrait regarder. Donc 1870, 1887. Donc là, on est en 91. Il revient en 91 à Samara, nanti d'un diplôme qui lui permet de travailler comme avocat stagiaire. Est-ce que son frère est déjà mort à cette époque-là? Je sais pas. Début en politique. Peut-être en 92, il est embauché dans le cabinet d'Andrei Kardin, un avocat ami de la famille aux idées progressistes. En 92, il ne traite que 14 cas. Donc c'est là qu'il décide d'être écrivain, révolutionnaire. Donc, à l'été 93, la famille Ulyanov déménage à Moscou. Donc c'est ça, hein, il faudrait savoir si il a écrit ça plutôt début 93, quand il était encore à Samara, ou plutôt à l'été 93, quand il déménage à Moscou. Il déménage, donc la famille Ulyanov déménage à Moscou. Vladimir lui profite du fait que la surveillance policière à son égard se soit relâchée pour s'installer à Saint-Pétersbourg. D'accord. Donc c'est plutôt Saint-Pétersbourg. Ok. Bon.
Donc on ne sait pas si on est plutôt entre Samara ou Saint-Pétersbourg. Quoi qu'il importe, salut à toi, je vois tes messages. Ok, donc on est entre... donc on est entre soit Saint-Pétersbourg, soit Moscou, et c'est pas marqué. En tout cas, on est au tout début de la carrière révolutionnaire de Lénine. Il vient d'avoir son concours. Et donc, on lit la première partie. Aujourd'hui, évidemment, c'est un live de test. On va voir si au niveau du son, au niveau de l'image, ça rend bien. Et en fonction, on avisera, on modifiera, on rendra mieux. J'espère que c'est lisible pour vous sur le stream. Puis c'est parti, quoi. Donc le livre de Postnikov, donc hein, oui, c'est ça qui est important à savoir, c'est que donc il fait là un exercice qui est le même que les exercices de jeunesse de Marx en réalité. C'est-à-dire qu'il ne se lance pas dans la rédaction d'un livre tout seul, il se lance dans la rédaction d'une critique du livre d'un autre auteur. Donc là, en l'occurrence, ça nous est indiqué par le sous-titre, Nouvelle transformation économique dans la vie paysanne, c'est le titre, mais on nous indique dès le sous-titre que c'est une critique du livre de Postnikov qui s'appelle L'économie paysanne de la Russie méridionale. Et donc, chapitre 1, il nous dit le livre de Postnikov, L'économie paysanne de la Russie méridionale, Moscou 1891. Donc, c'est un livre qui, par rapport à la date d'écriture du manuscrit de Lénine, est un livre contemporain qui fait donc 32 plus 391 pages. Donc paru il y a 2 ans, contient une description extrêmement détaillée et circonstanciée de l'économie paysanne dans les provinces de Tauride, de Kherson et d'Ekaterinoslav, et plus spécialement dans les districts continentaux de la province de Tauride. Donc là, on a une note pour nous dire que l'ancienne province de Tauride comprenait la presqu'île de Crimée et la région continentale avoisinante. Donc ça, c'est des notes du traducteur, donc c'est-à-dire de l'édition française. Ce qui est très intéressant, c'est donc de regarder, pour comprendre de quoi on parle, de regarder sur une carte où c'est. La Tauride. Donc la Tauride, c'est évidemment en Crimée, on l'a compris. Donc c'est du côté de l'actuelle, comment on appelle ça? L'actuelle Ukraine. Euh, donc, est-ce que j'ai... Oui, j'ai une belle carte là, voilà, qui rend pas mal. C'est une carte qui vient donc de Wikipédia et qui nous montre que donc on est sur la mer Noire. Ce qui est intéressant à noter, c'est tout un tas de noms qui vont revenir plus tard dans le texte et qui, sans être connus, peuvent paraître, bon, ben justement, peuvent poser question. Et donc, par exemple, là, il y a le Dniepr qui va être un des districts dont on va parler à un moment donné. Il y a le Don qui donne son nom à un grand livre de la littérature russe qui est le Don paisible. On a le Kouban, mais je crois pas qu'on en parlera de celui-là. Et on a évidemment ici le Danube hein, qui vient de se jeter juste par là. Et donc ce qui serait intéressant, parce que je ne le sais pas, je ne sais pas si c'est ça la Crimée. Il faudrait qu'on regarde une carte actuelle. Donc la Crimée, voyons voir. La péninsule de Crimée, exactement. Hein. Quand on regarde, hop, la péninsule de Crimée, on voit que c'est exactement la même péninsule qui nous indiquait là. Hop. Et donc, c'est cette partie-là dont vous voyez d'ailleurs le petit trait qui correspond à la dernière, aux dernières évolutions
concrète de la situation sur place, c'est-à-dire cette partie de l'Ukraine russophone qui a fait sécession avec ce pays grâce au soutien militaire de la Russie. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect où est la province de Tauride. C'est la province de Crimée actuelle. Ok. Donc dans cette description est fondée en premier lieu et principalement, oui, donc il faut voir que donc le livre, c'est un livre qui parle d'économie dans ces provinces-là. Donc on a Tauride, Kherson. Donc je crois que Kherson, on a eu un aperçu. Kherson. Si je dis pas de bêtises, on l'avait vu, non? Ou pas? Non, on n'a pas eu. D'accord. Et Ekaterinoslav, pareil, je ne sais pas. Ekaterinoslav, c'est Ekaterinoslav. Je ne sais pas. Ah, c'est de Dnipro. Dnipro. J'imagine que donc c'est une. On est toujours dans l'Ukraine russophone. Donc on est toujours dans les parties qui aujourd'hui, vous voyez, ça c'est Donetsk, Louhansk. Donc toutes ces villes qui sont actuellement. En fait, c'est à partir de cette frontière-là, hein, en réalité, qui est la frontière fluviale, qui a, qui a tout, hein, parce que Mariupol aussi, qui a toute cette tentative politique. Ok. Salut, salut. Euh, donc, on est en train de faire le repérage des endroits dont nous parle Lénine dans son livre. Donc, Tauride, c'est cette partie-là, c'est vraiment la péninsule de Crimée. Kherson, on n'a pas regardé. En tout cas, Dniepropetrovsk, c'est ce qui s'appelait Ekaterinoslav, mais sauf que j'imagine Ekatérinos, c'est le nom de, de la de l'impératrice ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un nom qui a pu changer. Yekaterinoslav, c'est une division territoriale de l'Empire russe, évidemment. Si on regarde ici, euh, donc il y avait en 1897, il y avait 2 millions, 2 millions 100 000 habitants. Ok. Donc ça, c'est ce qui évidemment devient la RSS d'Ukraine. Et donc quand même voir qu'à cette époque-là, il y a 2 millions d'habitants, c'est de montrer que c'est un endroit où c'est quand même euh, très développé, enfin très habité comparé à d'autres régions de Russie. Et donc Akin et Kherson, donc on n'a pas regardé Kherson. Donc Kherson qui n'a pas changé de nom et on est toujours dans, donc c'est plutôt de la géographie du sud de la Russie, la géographie plutôt ukrainienne. Là, on est où au niveau? D'accord, donc on est quand même plus à l'ouest. Hein, donc on avait ici, on a là et on a là. Ok, donc ça c'est euh, les trois lieux dont nous parle Postnikov et auquel va s'intéresser Lénine. Donc, le livre de Postnikov contient une description extrêmement détaillée et circonstanciée de l'économie paysanne dans les provinces de Tauride, de Kherson et d'Ekaterinoslav, et plus spécialement dans les districts continentaux de la province de Tauride. Donc, c'est-à-dire continentaux, ils disent septentrionaux, c'est-à-dire du nord, hein, effectivement. Ce qu'on comprend bien une fois qu'on a la carte, puisque étant donné que ça, c'est la Crimée, qu'on appelle la Tauride,
septentrionaux, c'est au nord. Et donc, c'est plutôt la partie continentale, hein, septentrionale, qui va être traitée. Cette description est fondée en premier lieu et principalement sur les études statistiques dues aux ENSVO des 3 provinces indiquées. En second lieu, sur les observations personnelles faites par l'auteur, en partie dans le cadre de ses fonctions, en partie dans l'intention spéciale d'étudier l'économie paysanne entre 1887 et 1890. Ok. Donc on nous apprend là que l'auteur Postnikov est fonctionnaire chargé du cadastre des terres de l'État dans la province de Tauride. Donc dans le cadre de sa fonction impériale, il doit réaliser le cadastre des terres, c'est-à-dire déterminer à qui appartiennent les terres et souvent dessiner un plan d'occupation, un plan de propriété. Voilà. Et souvent aussi un plan de destination, c'est-à-dire d'usage. Est-ce qu'on fait de l'agriculture? Est-ce qu'on est sur une ville? Est-ce que... Voilà. Et donc la chose qui est intéressante, oui, c'est qu'on parle des ENSVO. Alors ça, je ne sais pas s'il va le réexpliquer plus tard. Mais je sais que les ENSVO, c'était des cellules. Donc c'est un type d'assemblée provinciale créée donc, de l'Empire russe, créée en 1864. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Ces assemblées élues avec un suffrage censitaire, payer l'impôt pour voter, pour avoir le droit de vote, représentaient la noblesse locale et les riches artisans et commerçants. Ils furent dissous en 1918 par le nouveau pouvoir soviétique au profit des soviets locaux. Donc, Zemstvo, ça vient de Zemlia, qui signifie la terre. Donc, ça nous montre bien la dimension locale, ou en particulier même paysanne, de ces assemblées. Et ces assemblées, enfin ces assemblées provinciales, et elles avaient pour objectif, elles se sont mis à un moment donné, donc pour objectif, dans le même cadre que dans la réalisation d'un cadastre des terres, de réaliser des enquêtes de terrain pour déterminer les richesses, le taux d'occupation, etc. Et c'est sur la base de ces informations récupérées de manière tout à fait légale par Postnikov pour le gouvernement impérial que Lénine va développer une réflexion sur les nouvelles transformations économiques dans la vie paysanne, et il va notamment montrer avec une grande rigueur en quoi le système actuel, dans le cadre de la montée en puissance du pouvoir bourgeois, ne peut pas être profitable euh, aux paysans, ni donc les paysans étant des petits propriétaires terriens, ni, et encore moins évidemment, aux travailleurs des champs, notamment en montrant que il y a une partie des paysans qui s'enrichit, et il y a toute une partie qui, au fur et à mesure, perd ses terres, est obligée de vendre ses terres, est obligée de donner ses terres, et est obligée d'en venir à euh, donner sa force de travail pour subsister. Ok. Donc cette tentative pour réunir en un tout les études statistiques dues aux ENSVO portant sur une région entière et pour exposer leurs résultats sous une forme systématique présente en elle-même un intérêt considérable, car la statistique des ENSVO fournit une documentation extrêmement vaste et détaillée sur la situation économique de la paysannerie, mais sous une forme telle que ces études passent presque inaperçues du public. Donc, on voit qu'on a des notes aussi, donc je vais pouvoir aller les repérer. Ah voilà, c'est génial.
En réalité, là, ici, j'ai une première note qui se situe au niveau de l'entrée de l'article, du début de l'article, que je vais pouvoir lire. Donc l'article Nouvelle transformation économique dans la vie paysanne est le plus ancien de tous les ouvrages de Lénine parvenus jusqu'à nous. Il fut écrit à Samara au printemps de l'année 1893 et était destiné à la presse légale. Lénine se proposait de le faire publier dans la revue Rouskaya Misl, mais la rédaction refusa l'article comme non conforme à la tendance de la revue. L'Institut du marxisme-léninisme auprès du comité central du PCUS possède 2 manuscrits de cet article de Lénine. Le premier, un brouillon, provient des archives personnelles de Lénine. Le second fut découvert dans les archives du palais de justice de Moscou. Il constitue la version définitive de l'article. Dans la présente édition, l'article Nouvelles transformations économiques dans la vie paysanne est publié d'après ce dernier manuscrit. L'Institut du marxisme-léninisme conserve également un exemplaire du livre de Postnikov, L'économie paysanne de la Russie méridionale, portant des annotations de Lénine. Ces annotations, ainsi que 2 lettres de Lénine commentant le contenu fondamental des nouvelles transformations économiques de la vie paysanne, ont été publiées dans la première partie du recueil Lénine 33. Les principaux matériaux de l'article en question ont été utilisés par Lénine dans le deuxième chapitre de son livre « Le développement du capitalisme en Russie ». Ok. Donc, il est parvenu jusqu'à nous, de manière générale, sous la forme d'un livre ultérieur, « Le développement du capitalisme en Russie ». Et donc ensuite, on a une note spécifique sur la question des zemstvo. Donc les zemstvo, autonomie administrative locale, fondée en 1864 et dirigée par la noblesse dans les provinces centrales de la Russie tsariste. La compétence des zemstvo se bornait aux questions économiques locales, organisation d'hôpitaux, construction de routes, statistiques, assurances, etc. Leur activité était contrôlée par les gouverneurs de province et le ministère de l'Intérieur, qui pouvaient arrêter les décisions jugées indésirables par le gouvernement. Les organismes statistiques des zemstvo effectuaient des recherches statistiques, recensement par feu des exploitations artisanales et paysannes, études des budgets paysans et publiaient un grand nombre d'essais et de recueils statistiques par district et par province, contenant d'abondantes données de faits. Cependant, les statisticiens des zemstvo, dont la plupart étaient des populistes, interprétaient souvent d'une façon tendancieuse les données statistiques sans les grouper rationnellement, ce qui avait pour effet d'en diminuer considérablement la valeur. Les différences considérables entre les divers groupes de la paysannerie qui s'étaient formés au cours du développement du capitalisme, ainsi que les caractéristiques de ces groupes, disparaissaient derrière les colonnes de chiffres. Lénine approfondit, vérifie soigneusement et interprète les données statistiques des zemstvo. Il effectue ses propres calculs, fait des résumés, dresse des tableaux, procède à une analyse marxiste et à un classement scientifique des données relatives aux exploitations paysannes et artisanales. Utilisant l'abondant matériel de la statistique des zemstvo, Lénine brosse le tableau réel du développement économique de la Russie. Ces matériaux sont aussi largement utilisés par Lénine dans sa lutte contre les populistes, qui est le contenu de son texte suivant, donc de son deuxième texte le plus ancien. Donc, cette tentative pour réunir en un tout les études statistiques dues aux zemstvo portant sur une région entière et pour exposer leurs résultats sous une forme systématique présente en elle-même un intérêt considérable, car la statistique des zemstvo fournit une documentation extrêmement vaste et détaillée sur le plan économique de la paysannerie, mais sous une forme telle que ces études passent presque inaperçues du public. Les recueils statistiques des zemstvo se présentent sous la forme de volumes entiers de tableaux. Habituellement, chaque district se voit consacrer un tome, dont le seul regroupement en rubriques suffisamment vaste et clair exige un travail spécial.
La nécessité de regrouper les données statistiques des ENSVO et de les interpréter se fait sentir depuis longtemps. C'est pour répondre à cette nécessité que l'édition des bilans de la statistique des ENSVO a été entreprise ces temps derniers. Le plan de cette édition est le suivant. On prend une question déterminée relative à l'économie paysanne et une étude spéciale est consacrée au groupement de toutes les données concernant cette question qui existent dans les statistiques des ENSVO. On réunit toutes les données concernant aussi bien les terres noires du sud de la Russie que les terres non noires du nord, aussi bien les provinces exclusivement agricoles que les provinces industrielles. C'est selon ce plan que sont constitués les 2 tomes déjà parus des bilans. Le premier est consacré à la communauté paysanne, le deuxième aux affermages paysans des terres non concédées, Karitchev. Ah oui, donc là, on nous dit en note de qui il s'agit. Donc on a les ouvrages cités ont été inclus dans le recueil Bilan d'une étude économique de la Russie d'après les données de la statistique des ENSVO. Tome 1, VV, La communauté paysanne, Moscou, 1892. Tome 2, N. Karishev, Les affermages paysans des terres non concédées, Dorpat, 1892. Ces 2 ouvrages sont de tendance populiste libérale. VV est le pseudonyme de VP Vorontsov, un des idéologues du populisme libéral des années 80-90 du 19e siècle. Donc, le deuxième, nanana. Il est permis de mettre en doute la justesse d'un tel mode de groupement. Il exige en premier lieu que l'on groupe les données concernant des régions économiques variées aux conditions économiques diverses et donner une caractéristique distincte de chaque région présente d'immenses difficultés par suite du caractère incomplet des études des ENSVO et de l'omission de nombreux districts. Ces difficultés se sont déjà manifestées dans le 2e tome des bilans. L'essai de Karitchev pour attacher les données des statistiques des ENSVO à différentes régions bien définies a échoué. En second lieu, décrire séparément un aspect quelconque de l'économie paysanne sans effleurer les autres aspects est absolument impossible. Détacher une question déterminée est forcément artificielle et préjudiciable à une vue d'ensemble. Les fermages paysans des terres non concédées sont séparés du fermage des terres concédées, des données générales sur le groupement économique des paysans, sur l'étendue des superficies ensemencées. Ils sont considérés seulement comme une partie de l'économie paysanne, alors qu'ils représentent souvent un mode spécial de gestion de l'exploitation privée. Pour cette raison, il serait à mon avis préférable que les données fournies par les statistiques des ENSVO soient groupées suivant des régions déterminées aux conditions économiques homogènes. Donc là, c'est une critique de méthode. Exposant au passage mes idées sur la façon la plus rationnelle de grouper les études statistiques des ENSVO, idées qui me sont suggérées par la confrontation des bilans avec le livre de Postnikov, je dois cependant formuler cette réserve que ce dernier ne s'est pas précisément assigné pour tâche de faire des résumés. Il relègue à l'arrière-plan le matériel chiffré et s'applique entièrement à fournir une description complète et bien en relief. Dans cette description, l'auteur accorde presque la même attention aux questions d'ordre économique, juridique et administratif, forme de la propriété foncière, et technique, questions de bornage, système d'exploitation, récolte. Mais il s'est proposé de placer les premières au premier plan. Et les premières, c'est-à-dire économique, juridique, administratif. Ok. Il faut reconnaître, dit Postnikov dans sa préface, que j'attache moins d'importance à la technique de l'exploitation paysanne qu'on aurait pu le faire, mais je procède ainsi parce que les conditions d'ordre économique jouent à mon avis un rôle plus important dans l'exploitation paysanne que la technique.
Notre presse ignore habituellement l'aspect économique. On consacre très peu d'attention à l'étude de problèmes économiques aussi fondamentaux pour notre économie paysanne que la question agraire et la question du bornage. Le présent ouvrage fait une plus large place précisément à l'éclaircissement de ces questions, et en particulier de la question agraire. Préface, page 9. Ok. Donc, partageant entièrement le point de vue de l'auteur sur l'importance relative des questions économiques et techniques, j'ai donc l'intention de consacrer mon article à la présentation de la seule partie de l'ouvrage de Postnikov dans laquelle l'économie paysanne fait l'objet d'une étude politico-économique. Donc, donc, on a une note. Une telle étude ne me semble pas superflue car le livre de Postnikov, qui représente une des contributions les plus remarquables de notre littérature économique de ces dernières années, est passé presque inaperçu. Cela s'explique peut-être par le fait que l'auteur, bien que reconnaissant la grande importance des questions économiques, les expose d'une façon trop fragmentaire et encombre son exposé de détails concernant d'autres problèmes. Hop. Dans sa préface, l'auteur caractérise les points principaux de cette étude de la façon suivante. Le large emploi des machines que l'on constate ces derniers temps dans l'agriculture paysanne et l'extension notable de l'étendue des exploitations chez la partie aisée de la paysannerie font entrer notre vie agraire dans une phase nouvelle, dont le développement sera sans aucun doute encore stimulé par les difficiles conditions économiques de l'année en cours. La productivité du travail paysan et la capacité de travail de la famille s'élèvent considérablement à mesure qu'augmentent les dimensions de l'exploitation et l'emploi des machines, ce que l'on perdait de vue jusqu'à présent quand on voulait fixer la superficie que peut cultiver une famille paysanne. L'emploi des machines dans l'économie paysanne provoque des changements considérables dans les conditions de vie, réduisant la demande de main-d'œuvre agricole et rendant encore plus sensible aux paysans la surpopulation existant chez nous dans l'agriculture. Il contribue à accroître le nombre des familles qui, devenues excédentaires au village, doivent chercher un salaire ailleurs et deviennent en fait des familles de paysans sans terre. En même temps, étant donné les procédés de culture actuellement mis en œuvre et le caractère extensif de l'agriculture, l'introduction de puissantes machines agricoles élève le bien-être de la paysannerie à un niveau qu'il n'était même pas question d'envisager jusqu'à présent. C'est là le gage de nouvelles et puissantes transformations économiques dans la vie paysanne. Déceler et mettre en évidence ces transformations dans la paysannerie de la Russie méridionale constitue la tâche immédiate du présent ouvrage. Ça, c'est toujours la préface de Postnikov. Avant d'exposer quelles sont, selon l'auteur, ces nouvelles transformations économiques, je dois formuler encore 2 réserves. En premier lieu, on a noté plus haut que Postnikov fait état de données concernant les provinces de Kherson, d'Ekaterinoslav et de Tauride. Mais seules les données concernant cette dernière sont suffisamment détaillées encore, n'est-ce pas, pour l'ensemble de la province. L'auteur ne fournit pas de données sur la Crimée, c'est-à-dire la Tauride du Sud, placée dans les conditions économiques quelque peu différentes, et s'en tient exclusivement aux 3 districts continentaux situés dans le nord de la province de Tauride, ceux de Berdiansk, de Mélitopol et de Dniepr. Je m'en tiendrai aux données concernant uniquement ces 3 districts. En second lieu, la province de Tauride, outre les Russes, est peuplée d'Allemands et de Bulgares, dont le nombre est d'ailleurs faible par rapport à celui de la population russe. Dans le district du Dniepr, on compte 113 feux de colons allemands sur les 19 586 feux du district, soit 0,6% en tout et pour tout. Dans le district de Mélitopol, on compte 2159 feux d'Allemands et de Bulgares, 1874 plus 285, sur 34 978, soit 6,1%.
Enfin, dans le district de Berdiansk, 7224 feux sur 28 794, soit 25%. Au total, on compte pour les trois provinces 9 496 feux de colons sur 83 358, soit un neuvième environ. Par conséquent, le nombre de colons est en général très peu important et dans le district du Dniepr, tout à fait insignifiant. L'auteur décrit en détail l'économie des colons, la séparant toujours de celle des Russes. Je laisse de côté toutes ces descriptions, me bornant exclusivement à l'économie des paysans russes. Il est vrai que les chiffres englobent Russes et Allemands, mais l'adjonction de ces derniers ne peut modifier, du fait de leur faible nombre, les proportions générales, de sorte que l'on peut parfaitement caractériser l'économie paysanne russe sur la base de ces données. La population russe de la province de Tauride, qui est venue s'installer dans ces régions durant ces 30 dernières années, ne se distingue de la paysannerie des autres provinces russes que par sa grande aisance. Dans cette région, la propriété communale est, selon les termes de l'auteur, typique et stable. Donc il y a une citation, c'est une citation et il y a une note. La propriété de la terre par feu n'existe que dans 5 localités. En un mot, exception faite des colons, l'économie paysanne de la province de Tauride ne présente aucune différence fondamentale avec le type général de l'économie paysanne russe. Ok. Donc à la fois, Lénine explique qu'il réduit son champ d'étude aux données géographiques qui sont assez étoffées et à la fois à celles qui sont pertinentes, c'est-à-dire à celles de la majorité. Et c'est la fin de cette première, de ce grand 1.